allons-y. Alexandra Schwarzbrod, Tov Alfon, bonjour et merci d'avoir consacré votre temps précieux à la revue 813 des Amis des littératures policières pour cette rencontre qui va s'inscrire dans le cadre d'un dossier que nous faisons sur Israël et le polar. Voilà. Donc c'est bien parce que nous sommes ici réunis à Libération et d'ailleurs merci de nous accueillir dans les locaux. Voilà, Libération dont Alexandra Schwarzbrod est, on peut dire, un pilier. Vous avez été correspondante à Jérusalem pour ce journal pendant plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui directrice adjointe de la rédaction et outre divers essais. Alors moi j'ai découvert que vous aviez publié des essais sur l'aéronautique, sur Dassault, Lagardère. Alors ça je suis complètement tombée de ma chaise parce que je l'ignorais absolument. Alors nous on vous connaît plus quand même pour vos romans et en particulier ceux pour lesquels nous sommes ici réunis. Ces romans qui sont une trilogie aujourd'hui, avec le dernier qui vient de paraître aux éditions Rivage, Les Lumières de Tel Aviv, qui avait été précédé par Adieu Jérusalem en 2010, Grand Prix de littérature policière, ce n'est pas rien. Et puis avant, Balagan, qui avait lui aussi eu un prix, qui était le prix du Polar SNCF, c'est ça, en 2003. Donc, un livre, un prix, en gros, c'est ça. Oui, pour l'instant. Et voilà, pour converser avec vous, nous avons le plaisir de rencontrer Dov Alfon, qui a eu aussi une vie bien remplie. Vous avez... On peut dire un pied en France et un pied en Israël. Oui, on peut, oui. Voilà, puisque vous avez fait vos études, vous avez commencé par vivre en France, fait vos études en Israël, votre service militaire, alors dans la fameuse unité 8200, cette fameuse unité de Tsahal consacrée au renseignement technologique, vous êtes journaliste, vous êtes entré au quotidien, superbe quotidien Haaretz, dont vous avez, j'ai lu, réformé le supplément de fin de semaine. Voilà. Puis vous avez quand même des liens avec Libération, puisque vous avez entretenu une collaboration avec Libération. Vous avez été le premier, je crois, à consacrer une chronique aux web médias. Voilà, donc on va être en plein dedans. Vous avez été aussi éditeur, puisque vous avez dirigé la maison Kinéret. C'est ça? C'est absolument ça. Et avec beaucoup de polars. Avec beaucoup de polars, beaucoup de très très beaux auteurs d'une manière générale. Voilà. Et puis, là, si j'ai bien compris, vous êtes donc revenu à Libération, vous êtes chargé, on revient toujours sur le lieu de ces crimes, dit-on, vous êtes chargé des stratégies numériques de ce quotidien. Voilà. Mais c'est pour ce livre qu'on est content de vous recevoir, donc l'unité 8200, que j'ai lu personnellement avec beaucoup de plaisir. Merci. Et j'ai lu les deux livres avec beaucoup de plaisir. Et donc ces deux livres ont en commun de mettre en scène, on va dire, une réalité israélienne, alors on va dire contemporaine dans le cas de Alfon et de l'unité 8200, on va dire un peu futuriste quand même, pour ne pas dire dystopique, est-ce qu'on peut dire ça, Alexandra, avec les Lumières de Tel Aviv. Alors, moi je concevais un petit peu ce moment quand même comme une conversation entre vous deux, parce que vous connaissez bien, donc ça a une vraie pertinence. Disons qu'on pourrait centrer ça sur 4 thèmes, si vous en êtes d'accord. D'abord, je voulais que vous parliez l'un et l'autre de votre rapport au polar. Vous avez quand même écrit des romans noirs. Après, on peut mettre des étiquettes, thriller d'espionnage, dystopie. Les étiquettes ne sont que ce qu'elles sont. Mais on va dire que vous vous inscrivez quand même l'un et l'autre dans une collection de genres. Donc, votre rapport au polar, votre goût pour ce genre, ce qu'il peut apporter, selon vous, par rapport justement
aux autres formes de littérature. Alors je ne sais pas qui veut commencer Alexandra. à parler de ça. Mais moi, justement, c'est Israël qui m'a amenée au polar. Parce qu'en effet, avant, j'écrivais beaucoup d'essais parce que j'étais spécialiste des questions d'armement pendant plusieurs années. Donc, c'est d'où mes essais sur Dassault, Mitterrand et la guerre, etc. Et puis, j'ai publié un premier roman en 2000 parce que j'en avais assez des armes, des histoires d'hommes. J'avais envie de quelque chose de beaucoup plus... j'avais envie d'un roman, d'une histoire de femme. Et donc, j'ai publié un roman qui s'appelait Kouchouk, qui était l'histoire de cette danseuse orientale avec qui Gustave Flaubert a passé beaucoup de temps en Égypte et qui, à mon avis, lui a inspiré Salombo. Et ensuite, je suis partie à Jérusalem comme correspondante. Et là, j'ai été prise dans une espèce... Avec toujours cette envie, j'avais pris un tel plaisir à écrire Kouchouk que dorénavant, je n'écrirais plus que des romans. Ça, j'en étais convaincue. J'en avais assez des essais. Et donc, je suis arrivée en 2000 à Jérusalem, convaincue que j'allais assister à la naissance d'un État palestinien, puisque à cette époque, en 2000, il était prévu que le 15 septembre 2000, je crois que c'était le 15 septembre, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais à Jérusalem à cette époque-là, ou à Tel Aviv, je ne sais pas, j'allais assister à la naissance d'un État palestinien. Donc j'étais très contente, je suis partie, enfin très contente, parce que pour moi c'était un événement historique. Pas tellement, je ne connaissais pas si bien la région, donc j'avais aucun attachement quelconque, mais je pensais que j'allais assister à un événement historique. Et en fait, en guise d'événement historique, il y a eu l'éclatement de la deuxième intifada, à laquelle j'ai assisté vraiment en direct, puisque j'étais là dans la vieille ville quand ça démarrait, et j'ai été prise dans un tourbillon de violence absolument incroyable, violence à la fois pas seulement physique, mais mentale, psychologique, violence et qui a fini par se manifester des deux côtés. Hein. C'était vraiment très partagé, et même si il y a eu un moment, enfin, tout a dérapé avec les attentats suicides. Au début, les Palestiniens se battaient avec des pierres, et puis très vite avec des fusils, et très vite des attentats suicides qui ont fait basculer cette violence dans une autre dimension. Et là, un jour, je me souviens avoir appelé mon éditrice, celle qui avait édité Kouchouk, et je lui ai dit, je ne veux pas faire un livre de journaliste, un énième livre de journaliste sur le processus de paix en miettes, ça m'ennuie profondément, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'écrire un roman, mais je ne sais pas comment raconter tout ce que je suis en train de vivre, comment le raconter au mieux. Il m'a dit, écris un polar. Écris un polar, c'est la meilleure façon de raconter cette violence dans laquelle tu baignes tous les jours. Et je connaissais très peu le polar à cette époque. Hein. C'était donc en 2000, j'avais 40 ans. J'avais lu Gérard de Villiers, c'était tout ce que j'avais lu en lycée. Il faut toujours confesser les choses. Je confesse, c'était ce que lisait mon père, et donc je lisais en cachette, c'est Gérard de Villiers, ce qui m'avait, voilà. C'était plutôt une bonne préparation à la violence. Et voilà. Et donc elle m'a dit, alors je lui ai dit, mais attends, mais je connais très mal le polar, et elle m'a dit, je t'en cite 3. Et tu les lis, et après tu me rappelles, et tu me dis... Et donc elle m'a cité les égouts de Los Angeles de Michael Connelly, La cinquième femme d'Émile Menkel, et à l'époque c'était un livre de Jean-Christophe Manger, son premier, Les rivières pourpres. Le premier, c'était pas Le vol des cigognes? Non, c'était Les rivières pourpres. En tout cas, elle m'a cité... C'était Les rivières pourpres, ouais. Et du coup, j'ai lu ces 3-là, et un monde, ça a été un bonheur. J'ai pris un bonheur, un plaisir à lire ces 3-là, mais j'ai découvert vraiment, ça a été une révélation pour moi. Et donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, je veux faire ça, c'est ça, je veux faire ça. Et c'est comme ça qu'est née à la fois mon envie d'écrire des polars, donc pour raconter cette violence, et puis le plaisir de la lecture, le plaisir de cette lecture qui est une lecture, un bon polar, on lit en marchant, on lit dans le métro, on lit partout, on n'a pas envie de décrocher, on est pris. Et voilà, c'est comme ça qu'est née mon envie d'écrire du polar, et surtout Balagan, qui a été donc le coup d'envoi de mon immersion dans ce genre.
donc d'un genre qui raconte le monde. C'était vraiment ça l'idée. Voilà, c'était la meilleure façon pour moi de raconter la violence qui se manifestait là-bas et surtout de la raconter aussi à travers, non pas... c'est vrai que quand on écrit des articles, souvent on me dit mais pourquoi, quelle est la différence entre... J'avais l'impression souvent que pendant tous les articles que j'envoyais, qui étaient publiés tous les jours dans Libération, au bout d'un moment les gens ne peut-être les survolaient, mais parce que malheureusement c'était toujours un peu attaque israélienne, riposte palestinienne ou l'inverse. Et finalement, le polar permet de raconter des émotions, des histoires humaines de gens, raconter la vie d'une famille, notre vie. Et peut-être ça permet de parler de choses parfois dont on ne peut pas parler quand on est journaliste. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. D'inscrire dans une singularité ce que ne permet pas forcément. Oui, peut-être de s'abandonner davantage. Parce qu'il faut savoir que cette époque était très dure pour les journalistes, notamment français, qui étaient soumis à beaucoup d'attaques. Parce qu'ils étaient tour à tour considérés comme trop anti-israéliens, trop pro-israéliens, trop anti-palestiniens ou pro-palestiniens. En fonction des articles, on était beaucoup attaqués parce qu'évidemment, il y avait plusieurs camps en présence. Et le roman permettait de s'abandonner davantage, il me semble. Toval Fon, c'est presque un peu le parcours inverse, comme il se doit. D'abord parce que j'ai lu des polars toute ma vie depuis l'âge de 6 ans. J'ai lu, je pense, la plupart des grands Agatha Christie avant l'âge de 10 ans. J'ai lu Japrisot à un âge où je n'étais pas supposé le lire. Je pense vraiment avoir lu tout Simenon. Donc ce sont des grands auteurs de polar. Mais avec cette alia donc vers Israël, beaucoup de choses ont basculé pour moi, sauf cet amour des polars, puisque donc je lisais Soudain en hébreu. Alors il y avait les grands auteurs historiques qui ne sont pas traduits en français, Shimon Sabar, et il y avait surtout une série populaire d'un génie qui s'appelle Yigal Mosenzon, un inventeur, un touche-à-tout, qui a dû écrire près de 40 romans pour la jeunesse, sur une bande de copains qui s'appelle Chassamba et qui a forgé toute la génération, je dirais, des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Il doit y avoir des livres dans tous les foyers israéliens presque de cette époque. Donc je me retrouvais avec ces seuls... je dirais cette encre, donc je pouvais m'agripper à quelque chose dans ce changement de parcours. À 18 ans, j'ai été enrôlé donc, dans l'armée israélienne, puisque j'ai fait mon service militaire obligatoire, et j'ai été tout de suite repéré et, dans cette unité, donc, qui est effectivement l'espace de mon roman, qui s'appelle Unité 8200, mais que ceux qui s'y connaissent appellent Unité 8200. C'est un chibolette, c'est un nom de code qu'il faut maîtriser. Et on donc, le saura pour la prochaine fois. Et donc j'étais à l'Unité 8200, j'ai fait mon stage d'officier, mon école d'officier, pour y revenir après. Et c'est bien après, soudain, donc j'étais devenu journaliste, j'avais tout oublié de mes amours de polar. En étant journaliste, j'étais de plus en plus attiré par une question centrale, et c'est comment fonctionne le pouvoir. J'y ai consacré, je pense, presque 20 ans de carrière. Même quand j'étais dans les secteurs culturels ou économiques, ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment fonctionne le pouvoir. Et c'est donc assez naturellement, après effectivement avoir été éditeur, que je me suis dit, tiens, maintenant que je ne le suis plus, peut-être je devrais moi-même écrire un livre, que je me suis tourné vers mes souvenirs de mon service militaire, et je me suis dit, ça ferait une bonne base pour ce polar que je voudrais écrire, parce que je n'avais jamais aucun doute, je savais que ce serait un polar. Et c'est donc comme ça que Unité 8200 est née. À ce stade, je savais aussi que ce qui m'intéresserait dans cette approche, ce serait d'écrire le pouvoir, qu'il soit en France, en Israël ou à Washington,
Et c'est un peu comme cela que ce puzzle qui est Unité 8200 entre les différentes capitales, les différents services secrets, puisque c'est un roman d'espionnage, c'est un peu tissé comme une sorte de fresque du pouvoir qui nous gouverne, qu'il soit un pouvoir technologique, de réseaux sociaux, un pouvoir politique, un pouvoir financier, mais c'est comme ça que je laisse compter dès le début. Ouais, oui. Il y a, finalement, vous avez quand même des points de vue qui se rapprochent sur cette question. Qui se rapprochent à la fin. Oui, mais c'est vrai qu'on a un début de parcours d'acteur. Le début est complètement différent, puisque là, vous vous inscrivez dans un amour de ce genre pour l'avoir lu très jeune, contrairement à Alexandra qui est découverte sur le tard. Sur le tard, voilà. Non seulement ça, mais en plus Alexandra était pendant la deuxième intifada à Jérusalem, tandis que j'étais correspondant du Haaretz à Paris entre 1999 et 2003. Donc c'est le miroir total, parce que pour moi c'était donc ces années-là, c'était la Coupe du Monde de foot, donc c'était tout à fait ce que chaque Français peut ressentir de ces 4-5 ans, alors que Alexandra, elle, était soudain immersée dans la réalité israélo-palestinienne. Voilà. Et Batiagour, tu as lu Batiagour? Oui, bien sûr. J'ai publié Batiagour, oui, j'ai publié Batiagour quand j'étais au Haaretz. J'étais effectivement donc directeur du magazine de fin de semaine, et j'ai publié plusieurs de ses nouvelles, de ses essais, de ses chapitres. Elle était à un moment d'ailleurs critique polar du Haaretz. Oui. Donc, absolument. Batiagour a sans doute réinventé le genre en Israël, puisque avant, donc, c'était soit vraiment les classiques d'avant l'État d'Israël, donc ils écrivaient en hébreu, mais c'était en fait en Palestine, mandatorial, donc c'était sous le mandat britannique. Et il faisait très attention à ne pas mentionner une occupation britannique ou des soldats britanniques. C'était toujours un peu presque métaphysique. Il y avait des crimes, mais il y avait les policiers n'avaient aucune nationalité, on ne pouvait pas deviner. Et après, donc, c'est vrai que le polar a explosé plutôt dans des romans pour la jeunesse, pour des romans très populaires qui n'avaient pas, à mes yeux du moins, les qualités littéraires de, bien sûr, Simenon, mais même Boileau Narcejac et les grands Français. Mais Batiagour s'est donc approprié, à mes yeux, ce genre en Israël. Elle en est à la fois la mère, mais aussi la réinventrice. Et sur la base de ce héros, ce anti-héros, donc Michel Ochayon, qui est donc juif séfarade, dans une élite très ashkénaze, donc en plus c'est très social. Mais surtout, elle voulait décortiquer pour faire mieux exploser, sinon imploser, les grandes forces, donc encore une fois le pouvoir, les grands centres de pouvoir israélien. Ce fut d'abord l'université hébraïque, le kibbutz, tout ça, elle le détestait. Elle le détestait, mais alors vraiment, elle ne s'en cachait pas. Et cet anti-héros, qui était un peu elle, lui permettait de déceler des failles, de les décrire, d'être assez cruel dans certaines de ses descriptions, puisque le kibbutz était quand même un beau rêve à ses débuts, mais elle l'a connu sur le tard et elle voyait une force maléfique que son héros, donc le héros du bien, puisque même chez Alexandra, c'est surtout ça, c'est quelqu'un qui est plein de bonne volonté, qui veut résoudre des problèmes. Et je pense que en cela, Batiagour et Alexandra Schwarzbrod se ressemblent, même quand ils sont sur les mêmes champs, même géographiques. Bien sûr, Les Lumières de Tel Aviv peut dire que c'est futuriste et même d'autres livres d'Alexandra, mais pour moi, c'est quand même une réalité qu'il faut décortiquer. C'est maintenant que ça se passe, un peu un cri de ne pas en arriver là, et ça ressemble beaucoup à Batiagour aussi. C'est drôle ce que tu dis, parce que en 2003, quand elle est sortie Balagan, il est arrivé un truc assez drôle, c'est qu'il y a eu dans le monde, je crois que c'était Balagan, dans le monde, il y a eu une demi-page sur, à l'époque, je ne sais plus quel c'était, 2003, Batiagour, qui a publié un livre. En France, qui est sorti en France aussi. Qui est sorti en France. Meurtre, quelque chose, mais je ne sais plus lequel. Et l'auteur l'auteur de l'article, qui manifestement ne me connaissait pas, a titré
2 auteurs israéliennes et à faire papier sur Marianne. Je ne savais pas, et super. Alors, je ne le savais pas. Et donc, 2 auteurs israéliens. Il a raison, voilà. Donc, j'étais à la fois extrêmement un peu vexée qu'ils ne sachent pas qui quand même. Et enfin, voilà, j'étais juste correspondante et en même temps très flattée qu'ils me mettent dans le même... Oui, voilà, mais j'ai ressenti la même chose, sans le savoir. Absolument, oui. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, j'ai donc la chance, ou du moins le destin, d'être sur un sous-genre. Ce n'est par rapport à Alexandra, qui est donc sur ce qu'on appelle en anglais un police procédural. Donc c'est un genre, c'est le genre policier, c'est la noblesse du genre. Le roman d'espionnage, par contre, a connu vraiment d'énormes courbes dans sa popularité et dans ses grands auteurs. Ah, tu dirais un sous-genre Je dirais un sous-genre. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Certainement en France, où tu citais Gérard de Villiers, où on a eu donc les SAS, où on a eu... Tandis que le genre policier en France, c'est lettres de noblesse, c'est sûr, et des auteurs remarquables. En livre d'espionnage, s'il fallait que je cite vraiment un livre d'espionnage français. Ah non, français non. Mais enfin, quand tu penses à John le Carré, à Robert Little, James Grady, il y a très grands auteurs. Et tout cela ne sont pas français. Mais c'est vrai, tu as raison. En fait, il faudrait presque Gilles Perrault, donc, et, disons, le dossier 51, ou l'Orchestre Rouge, qui n'est pas tout à fait un roman, qui a vraiment donné un coup de projecteur là-dessus. Et c'est un peu la même chose hors du monde anglo-saxon. Et quand Unité 8200 a été publié, ce n'est pas par hasard qu'il a été refusé un peu partout dans le monde et que seuls les Anglais voulaient le publier à tout prix même. Ah, c'est vrai, c'est les Anglais qui l'ont... C'est absolument, c'est donc à la foire de Francfort, il y a maintenant 4 ans, que malgré tous les efforts de ma maison d'édition, Kinner, donc... non, les romans d'espionnage, on leur disait non, en Italie ça ne marchera pas, en France ça ne marchera pas, etc. Et il a fallu que Christopher McLeod, qui est un gentleman comme il se doit, donc qui est vraiment l'archétype du gentleman anglais, du publisher à l'ancienne, et qui a édité le livre à la main. J'ai donc ces feuilles, c'est assez saisissant de voir ça. Chaque mot, chaque page, il doit y avoir des dizaines de questions et de petites remarques et de points d'exclamation et d'interrogation. Et on a passé ensemble 8 mois là-dessus. Donc c'est vraiment une édition à l'ancienne. Il avait d'abord été publié en Israël. Absolument, absolument. Ça a été un énorme succès en Israël. Mais le polar israélien, comme souvent, la littérature israélienne a pour vocation d'être traduit. Puisque le marché est petit d'abord, et après, puisque c'est presque une tradition littéraire hébraïque d'être traduit le plus possible. Donc j'en suis à ma 15e langue, puisque la semaine dernière on a signé avec une maison d'édition turque. Ah, génial, bravo. Merci, mais au début ce fut très difficile, parce que je pense que c'est un genre qui dans beaucoup de pays n'est pas reconnu vraiment comme un vrai palier littéraire. Sachant qu'après, on y reviendra peut-être, ce n'est pas qu'un roman d'espionnage, mais puisqu'on est parti là sur cette idée de parler un petit peu de la réception, il me semble qu'on pourrait peut-être dire que finalement votre livre est un roman d'espionnage français, et puis que le livre d'Alexandra est un roman noir israélien. Finalement, les choses se rejoignent de cette façon. Oui, est-ce qu'on ça faisait l'objet d'un des thèmes que je souhaitais aborder, pourquoi ne pas l'aborder maintenant? Dites que ce livre a très bien marché en Israël. Quel est le statut, on va dire, du roman policier, du roman noir, du roman d'espionnage? Mettons tout ça sous une même étiquette de polar qui a le mérite d'être pratique. Quel est l'intérêt de la presse, par exemple, pour ce type de littérature? Est-ce que c'est considéré, pour le coup, comme un sous-genre
peu importe ce qu'il soit, mais comme un sous-genre? Est-ce qu'il y a quand même des auteurs qui sont reconnus avec un véritable statut littéraire, puisqu'en France, Alexandra, on pourra y revenir, mais le statut de l'auteur de polar est quelque chose de compliqué. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, de voilà, la façon dont l'auteur qui s'inscrit dans le genre est perçu en France et comment est-ce qu'il est perçu en Israël. Je pense que l'auteur de polar de nos jours a une vocation qui est presque sociale. C'est un combat, quelquefois pour la lutte des classes, presque, mais en tout cas, c'est un genre qui a toujours attiré les auteurs résolument de gauche. Alors le roman suédois, en fait, qui est maintenant très à la mode, ça fait maintenant quelques années, le Scandinoir, est né est né il y a déjà 30 ans par un couple d'auteurs dont je ne vais pas écorcher le nom. Allez, Choval et Mal. Voilà, très bien. Et on voit très bien les lire, ce qui rejoint d'ailleurs Simenon un peu, que la police est au contraire écrasée par la bourgeoisie, par les intérêts des grands financiers, des intérêts de l'État, alors que les commissaires de ce petit commissariat, en réalité, voient leur mission pour protéger le peuple. Et ça rejoint beaucoup, bien sûr, le Maigret de Simenon, qui ne se sent jamais à l'aise dans le majestique et qui veut toujours être avec les prostituées, les chauffeurs, les garçons de café, etc. Donc c'est d'abord ça, et ça, je pense, a été méprisé, puisqu'il y a donc un message politique. Et dans les grandes universités américaines, mais aussi françaises, on a tendance à considérer que le roman doit vivre de lui-même, c'est dans Flaubert, le message doit être beaucoup plus, disons, vraiment presque caché. Et à ce stade, il y a d'autres incompréhensions qui sont la part de réalité. Je suis un peu presque vexé d'entendre, par exemple, des éloges qui disent on voit bien que vous avez vécu ça, parce qu'effectivement la 4e de couverture le fait découvrir. Mais pour moi, le but n'étant pas vraiment de raconter avec force détail ce qui se passe dans la réalité, mais dans la fiction, ce n'est pas très important. Graham Greene, effectivement, faisait partie des services secrets quand il a écrit Notre homme à la Havane. C'est évident à le lire, enfin pour moi. Est-ce qu'il est vraiment important de savoir si John le Carré avait été 1 an et demi dans un service secret? Pour moi, ces livres parlent, même crient, quelque chose, une vérité extrêmement importante et difficile à lire, même s'il avait été un instituteur. Donc je pense que si on accorde aux auteurs de romans classiques la liberté d'être ce qu'ils veulent, ils ne sont pas forcément agriculteurs s'ils écrivent un roman sur les paysans. Par contre, on a tendance à dire il a été commissaire de police, il a été enquêteur, il a été agent secret. Ça fait partie un peu de cette justification. Il faut le lire parce qu'il sait de quoi il parle. D'une mythologie que les éditeurs mettent en avant pour vendre les livres. Sans doute parce que c'est le public et la critique qui le demandent. Et ça m'a toujours semblé très bizarre. Oui. Alexandra, sur cette question, en tant que journaliste chroniquée des polars, vous êtes vous-même auteur, et comment est-ce que vous ressentez, ayant un pied dans chaque camp, ce statut de l'auteur qui s'engage à l'écrire quand même dans le genre? En France, c'est très ambivalent parce que en fait, les auteurs de polar sont à la fois très reconnus, c'est-à-dire qu'il y a une vraie appétit pour le genre. D'ailleurs, il suffit de voir la liste des best-sellers en général. Dans les 10 meilleures ventes, souvent, il y a 5 ou 6 auteurs de polar,
alors Oui. au sens très large, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la littérature à la fois très populaire, et littérature noire très populaire, et littérature... et en même temps, beaucoup d'auteurs de polar ne rêvent que d'une chose, c'est d'être publiés dans ce qu'on appelle la blanche, hein, c'est-à-dire, voilà, il suffit de voir Pierre Lemaitre, enfin, il y a eu plusieurs... Nicolas Maillet. Je pense qu'en effet, en France, il y a cette espèce de course au prix littéraire, enfin, au grand prix littéraire, je veux dire, enfin, au grand avec un point entre guillemets, qui fait que beaucoup d'auteurs de noir, à un moment, quand ils ont un peu de succès, ils sont attirés par ça et veulent publier dans la blanche. Et en même temps, tout le monde veut faire du noir. Si on regarde Chanson douce de Leila Slimani, c'est un roman noir. Oui, elle l'aurait publié dans une collection éditeur de l'art, voilà. Ça n'aurait pas dépanné. Non, ça n'aurait pas fait bizarre. Donc c'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette impression, cette sensation qu'a l'auteur de polar en France d'être toujours un peu dévalorisé, un peu, de se sentir un peu maltraité et pas traité à la façon des auteurs de littérature blanche. Enfin, c'est très bizarre de parler de blanc et de noir, parce que c'est vrai qu'il y a de la bonne littérature et de la moins bonne, et qu'elle soit noire ou blanche, c'est un peu la même chose. Mais je pense que s'il y a aussi beaucoup d'auteurs de polar et beaucoup c'est que, enfin, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, mais c'est Jean-Patrick Manchette, hein, qui disait que le polar, c'est la littérature de la crise. Le roman noir, c'est la littérature de la crise. C'est ce qui raconte le mieux les situations de crise, les situations d'injustice, les trahisons, et toute cette vague du néo-polar s'est construite aussi là-dessus. Hein, oui, il avait cette formule de la grande littérature morale de notre époque. Voilà. Et donc, alors comme aujourd'hui, on vit dans un monde où les crises ne cessent de un monde qui une espèce de crise en lui-même. C'est vrai que je pense que c'est de là que vient aussi le succès incroyable du polar. C'est qu'il permet de raconter tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut revisiter le monde en lisant des polars. C'est-à-dire, moi j'ai découvert Malmö, on a tous découvert l'existence de Malmö et de la vie en Suède avec Émile Mandel. Mais aussi tout ce qu'on découvre aujourd'hui sur la police américaine. Il suffisait de lire Michael Connelly, de lire Pelecanos pour en connaître finalement pour le savoir. Donc c'est une formidable façon, le polar, de raconter le monde et surtout les différents pays avec leurs différentes façons de traiter les crises à la fois morales, sociétales, politiques, diplomatiques. Et ça ce sont les polars qui permettent. Donc vous êtes d'accord l'un et l'autre avec la réponse de la grande autrice américaine Dorothy B. Hughes quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que la littérature policière, et elle répondait, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, de la littérature. Oui. Voilà, exactement. Absolument. Je crois que nous sommes d'accord. Alors on va peut-être en venir de manière un petit peu plus précise à vos livres respectifs. Alexandra, vous avez eu l'idée des Lumières de Tel Aviv tout de suite dans la continuité des deux précédents. Est-ce qu'il y a quand même eu, je dirais quand même qu'il est un petit peu différent des deux précédents par son côté... je l'espère vivement, politique fiction. On espère vivement que cela va rester de la fiction. Qu'est-ce qui a déclenché quand même les thématiques ? La situation en Israël, qui est depuis quelques années, qui ne cesse de nous faire peur à tous, hein, et surtout cette différence entre le projet israélien tel qu'il a été conçu et ce que c'est en train de, est-ce que ce pays est en train de devenir. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé parce que on a vraiment l'impression d'un projet qui à un moment est une sortie de route et
et à un moment, je me suis dit qu'on allait arriver vers ça, c'est-à-dire que se profilait un pays qui pourrait un jour être dirigé par des extrémistes. Alors qu'il l'est déjà un peu en partie, parce que Benjamin Netanyahou n'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a encore quelques barrières, mais qui a constitué un gouvernement avec des gens totalement extrémistes. Donc ça me faisait terriblement peur. Et un jour, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout, d'imaginer, voilà, qu'est-ce qui se passerait si vraiment là, et surtout le poids des religieux. Moi j'ai connu Jérusalem en 2000, c'est une ville que j'ai passionnément aimée, mais vraiment, passionnément. C'est-à-dire que pour moi, Jérusalem, c'était ma ville, j'ai passionnément aimé cette ville, et j'y suis retournée plusieurs fois dans les années qui ont suivi, après mon retour en France. Et petit à petit, j'ai vu que c'était plus la ville que j'avais aimée, c'était en train de devenir autre chose. C'était une ville qui était en train de tomber sous la coupe des religieux, et où je me sentais de plus en plus mal au fil de... Plus j'y revenais, et plus c'était difficile. Et voilà, donc j'ai eu envie de raconter ça, et en même temps, je ne pouvais pas ne pas y mettre un peu d'espoir, parce que j'ai un fond naturel un peu, enfin, depuis qui me côtoie, peut-être qu'elle peut en témoigner, mais j'ai un naturel plutôt optimiste. Très. Trop. Souvent trop, mais bon, c'est ma façon de me lever tous les matins en ayant envie d'y retourner. Et donc voilà, j'ai eu quand même envie, et je suis fascinée quand même par ces années, par ce début, par ces années d'espoir qui ont été pour beaucoup, mais aussi de désespoir, d'espoir qui ont été pour la diaspora juive, de se créer un foyer où ils se sentiraient en sécurité, de désespoir pour les Palestiniens qui ont été soit chassés, soit occupés. Et donc, cette première partie, ces débuts de la création d'Israël m'ont toujours fascinée, et j'ai eu envie de raconter les deux. Comment tout à coup, tous les laïcs juifs pouvaient avoir envie de revenir vers ces années-là, revenir au début du projet, refaire. Oui, puisque pour résumer pour nos lecteurs, auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, on est dans Israël où en très le pouvoir a été pris par les religieux ultra-orthodoxes, et donc s'organise à Tel Aviv une poche de résistance avec des gens qui souhaitent revenir à ses origines, à ce monde, c'est-à-dire totalement laïque, et totalement laïque, totalement le pouvoir n'est plus entre les mêmes. Sauf que là, contrairement au début d'Israël, les Arabes, les Palestiniens sont laïcs, à condition qu'ils soient laïcs, sont évidemment les bienvenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la seule impératif, c'est d'être laïque. Et en revanche, les ultra-orthodoxes, eux, ils sont aidés par les nationalistes russes, qui sont parce que les Russes forment une communauté très importante en Israël, et souvent, ce sont des gens très à droite, voire à l'extrême droite. Et moi, j'avais été à la fois fascinée et épouvantée par ce personnage qui est Avigdor Lieberman, qui est donc ancien ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, et qui est quelqu'un de très extrémiste, et qui joue un rôle important en Israël. Et donc, c'est un peu ce personnage-là que j'ai associé au pouvoir des religieux ultra-orthodoxes. Vous, Dov, dans votre livre, les pouvoirs, d'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien qui les détient. Il semble que vous abordez l'un et l'autre, chacun avec votre temporalité, cette question donc du pouvoir. Et là, chez vous, il me semble qu'on est vraiment dans une histoire du dysfonctionnement entre tous ces services secrets qui se tirent entre les pattes, qui se mentent
avec des couches de réalité, un petit peu à la façon dont John le Carré pourrait lui aussi mettre ça en scène, cette couche de réalité, ou ces couches de mensonges d'ailleurs, qui font qu'au final, le lecteur a cette impression totalement ironique et totalement jouissive, qu'en fait on ne sait plus très très bien qui détient le pouvoir. Oui, disons que comme j'étais un grand admirateur de ce genre dès le début, j'ai voulu rendre un peu hommage à cette guerre de miroirs. Alors, je pense effectivement que John le Carré est certainement l'auteur le plus connu là-dessus aujourd'hui, mais en fait, c'est vraiment le roman d'espionnage classique britannique d'avant John le Carré, les 39 marches, et après, bien sûr, même les James Bond recèlent un peu de ça, même Ian Fleming avait ça, et je pense que Graham Greene en particulier dans, par exemple, Le Facteur humain, est celui qui a porté cela au sommet le plus haut. Donc je voulais leur rendre hommage un peu. Il y a une scène où un des protagonistes trouve dans son mini-bar à l'hôtel du whisky qu'il n'aime pas du tout. C'est des petits whiskies commerciaux écossais. Et donc il les mélange, parce que de toute façon c'est un mélange, ces choses-là. C'est un hommage à un chapitre de Graham Greene qui relatait souvent cette idée où tu ne sais pas très bien ce que tu manges. Dans Les Comédiens, par exemple, tu ne sais pas très bien ce que tu bois, comme dans cette scène, mais surtout tu ne sais pas très bien qui nous gouverne. Et dans mon livre, il y a un premier ministre israélien qui ressemble beaucoup, disons, à Benjamin Netanyahou. Son cabinet, en tout cas, ne s'y est pas trompé puisqu'ils ont demandé à recevoir le livre en avant-presse. Et d'un autre côté, je crois donc que ces mystérieux donateurs américains, australiens, qui lui donnent les millions qui lui permettent donc d'avoir cette armada d'avocats, cette armada donc de communicants, etc. Peut-être que c'est eux le pouvoir. Je peux se demander. Et c'est comme ça un peu que cette guerre des miroirs, effectivement, en France, bien sûr, il y a donc ces scènes aussi entre le ministère de l'Intérieur, la présidence de la République, les services secrets. Je pense que il est passionnant de suivre ce fil, mais d'un autre côté, c'est vrai que dans ces angles, c'est tout de même, pour reprendre Graham Greene, le facteur humain qui m'intéressait. Et donc, pour rebondir sur la déception d'Alexandra du projet sioniste, je crois qu'on peut dire ça comme ça, je pense que mon héros est dans cet état d'esprit-là, et il est un peu saisi de voir donc mon héroïne, qui s'appelle Oriana Talmor et qui est fille d'un kibbutz, qui est une jeune femme très forte, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui se fout complètement de la hiérarchie et de l'autorité, qui veut le bien du pays. Or, ça n'existe plus, vouloir le bien du pays. C'est ce qu'elle va découvrir. On ne peut qu'être pour celui-là ou celui-ci. Maintenant, Marcel Proust, déjà dans Sodome et Gomorrhe, a une petite phrase mystérieuse où il dit il y en a qui veulent un pays d'invertis, où il n'y aurait que des invertis, un peu comme ces juifs qui vont en Palestine pour se fonder un État sioniste et qui s'imaginent que tout ira bien quand les juifs seront ensemble. Alors je ne sais plus dans la genèse de l'œuvre si c'est seulement dans les éditions ultérieures, si c'est seulement dans la Pléiade à la fin comme remarque, mais il y a au moins 2 doctorats sur cette petite phrase, et je pense que beaucoup d'Israéliens sont dans cette situation que Marcel Proust nous avait déjà donnée comme prophétie. Le fait que tous les Juifs se sont réfugiés ensemble n'est peut-être pas la meilleure idée. Oui, parce que la question, effectivement, qui s'y rapproche de livre, c'est effectivement comment les gens peuvent se définir, parce que dans le livre d'Alexandra, on suit une pléiade de personnages qui ont des identités, des appartenances, des allégeances différentes, et on va dire que c'est un petit peu la même chose aussi dans le
vôtre, et je crois que les deux livres posent cette question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut se définir dans un endroit où la définition est quand même très très compliquée. Oui. D'abord, bien sûr, c'est un pays saisissant, en ce sens qu'il est plein de contrastes déjà dès le départ. Donc, comme tu disais, les Russes, les religieux, les laïcs, etc. Il faudrait presque, non pas une solution à 2 États, mais une solution à 3 États. Les fous musulmans, les fous juifs et les sensés des deux bords ensemble. Et les saints d'esprit. Voilà. Malheureusement, il faut plus de territoire pour ça, mais enfin, ce serait une bonne idée quand même. Mal, oui. Voilà, une solution à 3 États, c'est ce que je préconise. Mais en même temps, et ça commence à se pointer en France, la question va être, mais attends, à quelle communauté est-ce que tu prêtes fidélité, par exemple? À qui appartiens-tu? D'où viens-tu? Ce sont des questions qui n'existaient pas en France quand j'étais enfant, et même quand j'étais donc correspondant du Haaretz entre 1900, dans les grandes années de la Coupe du Monde et de Zidane. La question ne se posait pas, en tout cas pas comme ça. Et aujourd'hui, on la voit très bien, même dans des conversations, dans le débat. Et c'est un peu une israélisation, on aurait dit une balkanisation avant, une israélisation de la société française. Et je pense que ramener le conflit, par exemple israélo-palestinien, dans les banlieues parisiennes est une très mauvaise idée. Je peux l'expliquer et je peux avertir que ça ne va pas bien se terminer. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. Fidélité à qui? Conrad nous disait qu'un homme ne peut être fidèle qu'à sa conscience. Il ne peut pas être fidèle vraiment à une religion ou à un pays ou à une femme dans ses propres vies. Et sa conscience, ça veut dire quoi? Et c'est un peu ce que Abadi, donc mon héros, mon anti-héros, essaye de répondre. Et Oriana a des réponses très fermes là-dessus. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle n'a pas eu donc tous ces mésaventures? Est-ce qu'il est trop pro-palestinien? On va le mettre dans un placard, etc. Elle arrive avec son Kalachnikov et elle se fout du reste, elle tire. Et souvent, les anti-héros... Elle réfléchit aussi beaucoup. Oui, excusez-moi, bien sûr. Elle réfléchit beaucoup. C'est presque elle qui en fait, c'est elle qui a l'énigme, en fin de compte, qui résout tout et qui sauve donc son supérieur de beaucoup de problèmes. Mais en fin de compte, elle est très sûre d'elle. Et donc, c'est une génération d'Israéliens, et je dirais presque d'Israéliennes, qui se retrouvent maintenant face à des questions dont ils n'ont pas forcément la réponse. Oui, le problème, c'est que la richesse d'Israël en fait sa principale faiblesse, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé dans ce pays, quand j'y suis arrivée en 2000, pendant toutes les périodes où j'y ai vécu, c'est que c'est justement la diversité des parcours, la diversité c'est incroyable. Enfin, promener dans Jérusalem, entre le quartier ultra-orthodoxe, la vieille ville arabe, le quartier arménien, le quartier de German Colony avec les intellectuels laïcs, juifs, oui. Moi j'ai adoré passer en permanence d'un monde à l'autre et j'ai essayé de comprendre tous ces mondes-là. J'ai même pour Balagan, j'avais un personnage d'ultra-orthodoxe qui était un personnage très important, très fort. Moi c'est un monde que je ne connaissais pas bien et donc pour les besoins de ce roman, j'ai passé beaucoup de temps avec un ultra-orthodoxe qui a accepté de me parler. J'étais allée voir la librairie française, je leur ai dit, ce que vous connaissez, un ultra-orthodoxe assez ouvert qui accepterait de me parler, parce que moi je ne connais pas ce monde. Et donc, et j'ai adoré les moments que j'ai passés avec lui, parce que alors, je pense qu'il n'était pas vraiment représentatif, parce qu'il était relativement ouvert, mais quand même, quand on commence à parler des femmes, je lui ai même posé des questions sur le sexe, sur les femmes, et il répondait à tout. Mais c'était passionnant. Et
moi, c'était passionnant d'essayer de découvrir des mondes qui nous sont tellement étrangers. Et c'est pour ça que dans ce livre, il y a aussi beaucoup des personnages qui essayent de sortir de leur monde. Il y a notamment le personnage de Raïm, qui est un ultra-orthodoxe, un sortant, comme on appelle ces ultra-orthodoxes qui veulent sortir de leur... Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un mur qui sépare, en fait. Qui sépare Jérusalem Jérusalem, donc le Grand Israël, de Tel Aviv, qui est devenu une espèce d'enclave où vivent les laïcs. Et Haïm, c'est un ultra-orthodoxe qui est conseiller du Premier ministre, donc du Premier ministre très extrémiste du Grand Israël. Et Haïm, à un moment, comprend qu'en fait, le projet du Grand Israël est totalement dévoyé et donc il ne peut plus supporter ça. Et donc il veut sortir, et puis il comprend qu'en fait, la foi, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le service du Grand Israël et dans le service d'hommes qui ne pensent qu'à leur puissance, à leur ego. Et donc, il décide de sortir de son milieu et d'aller chez les laïcs, de regagner, de fuir vers les laïcs de Tel Aviv. Et c'est très intéressant de raconter ce qui se passe dans l'esprit d'un homme ou d'une femme qui veut sortir de l'embrigadement dans lequel il est. Et c'est pareil pour Anna, qui est cette femme superbe personnage, ce personnage d'Anna, on l'adore. Que j'aime beaucoup aussi, qui était une libraire turque juive d'Istanbul, passionnée par la littérature, qui avait sa librairie, qui n'était pas du tout intéressée qui se sentait pas du tout israélienne, et puis qui à un moment, devant la montée de l'antisémitisme en Turquie, a trouvé refuge en Israël, et a trouvé refuge chez les ultra-orthodoxes, parce que finalement, qui n'ont rien changé à leur pratique depuis un temps infini. Et donc, elle a fait le chemin inverse. Et puis, voilà, donc je trouve que c'est très intéressant, ces cheminements, à la fois vers le pire ou vers le meilleur. Et l'un n'empêchant pas, on peut à la fois cheminer vers le pire et avoir envie... tout à coup comprendre que non, c'est pas là qu'est la solution. Le personnage d'Anna incarne bien ce paradoxe de quelqu'un qui, libraire, intellectuel, qui se retrouve à partager la vie d'un orthodoxe et qui finalement va refaire un autre chemin dans l'autre sens, qui montre très bien qu'on a affaire quand même à des réalités très très complexes. Mais c'est ça qui donne un peu d'espoir quand même dans votre livre, c'est que les personnages sont suffisamment, comme Oriana d'ailleurs dans le vôtre, comme Zéef Abadi, attachés à une conviction qui fait qu'ils vont être suffisamment transgressifs pour pouvoir aller ailleurs et construire autre chose. Et se sauver eux-mêmes. Et se sauver eux-mêmes. Et ça, je trouve que ça rapproche vraiment vos deux livres qui, de par leur ton, leur temporalité, ne se ressemblent pas, mais en fait, quand on y réfléchit, ils ont beaucoup de points communs. Et voilà, j'espère que nos lecteurs vont avoir plaisir à les lire s'ils ne l'ont pas encore fait, parce que je crois qu'ils ouvrent beaucoup de questions, chacun avec... je dirais sa sensibilité, on va dire une qualité, je trouve, d'émotion à travers des personnages, des deux jeunes Palestiniens aussi que vous mettez en scène, Moussa et Malika, qui sont vraiment quasiment presque encore des enfants, et qui sont là, alors qu'ils ne devraient pas être là, puisqu'ils ont normalement été tous expulsés par le pouvoir. Les Palestiniens, oui. Ils sont... ils se cachent dans des grottes. Ils sont des survivants, à tout point de vue. Dans votre livre, je trouve qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi l'humour qui est constamment présent. Enfin, je pense que c'est quelque chose que vous aviez aussi en tête de désamorcer aussi cette réalité par le biais de peut-être, mais aussi, c'est encore une fois un hommage vraiment au plus grand. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de l'humour dans Japrisot, il y a de l'humour chez Graham Greene, certainement.
chez Len Dayton, que j'admire beaucoup. Donc je me suis dit, ok, si on écrit un roman d'espionnage qu'on espère classique, autant y aller. Et puis ça m'était plus naturel. Tu l'as écrit dans quelle langue? En hébreu. En hébreu, d'accord. Vous ne l'avez pas écrit en français, en fait. Je ne l'ai pas écrit en français. J'ai songé à le réécrire en français pour l'édition française, mais je pense que la traductrice a fait vraiment un très beau travail, Françoise Rouillot, et donc je me suis contenté de relire et de suggérer quelque chose, mais je pense que pour le lecteur français, ça se lit en français quand même. Ça se lit parfaitement bien. Donc elle l'a traduit de l'hébreu. Elle a traduit de l'anglais, parce que Christopher MacLeod ayant donc réécrit le livre avec moi pendant 8 mois, il n'était pas question pour moi d'abandonner toutes ces réflexions. Il avait ce regard étranger sur le livre, il me posait des questions, qu'est-ce que c'est que ça je n'ai pas compris, qui était extrêmement important pour les traductions, et il a eu raison. Oui, d'accord. C'est plus un parcours... Tout à fait, voilà. On a voyagé dans et donc il y aura un jour une suite. J'espère. Un jour. Voilà, j'espère absolument. Il y aura sans doute une série télé, puisque les droits ont été achetés, mais il y aura peut-être aussi une suite. Nous, on l'espère vivement. Alors, je ne sais pas s'il y aura une suite aux Lumières de Tel Aviv qui laisse quelque chose quand même de très très ouvert à la fin. Donc, on espère aussi qu'il y aura une suite à ce livre. En tout cas, je vous remercie 1000 fois tous les deux de nous avoir dit tant de choses passionnantes sur notre rapport au genre, sur Israël, moi j'insisterai vraiment sur le fait que ce sont 2 livres dans lesquels il y a vraiment de très très beaux personnages. Je pense que le roman noir est aussi, le polar est aussi une façon d'incarner des personnages de manière très forte. C'est souvent quand même ce qu'on trouve, et je crois que c'est ça que les lecteurs aussi recherchent, c'est-à-dire de s'attacher à des personnages qui sont fortement incarnés, et je crois que ça on le trouve dans vos 2 livres. Merci beaucoup. Merci.